Salut à tous et bienvenue, on se retrouve encore pour ce énième numéro de Kiosque Éco à l'absence de son présentateur attitré. Je suis Maïgar Didiana, on revient pour décryptage de sujets d'actualité. Aujourd'hui, deux thématiques seulement autour de cette table. On commencera par l'investissement du gouvernement central. On parle d'une annonce de près de 160 millions de dollars américains pour financer les projets urgents à Kinshasa. Qu'en est-il? Pourquoi cette intervention directe du gouvernement central? Que fait le gouvernement provincial? On en parle dans ce numéro de Kiosque Éco, mais la deuxième thématique, on revient justement sur la réforme fiscale. On parle déjà de l'impôt sur les sociétés, mais également l'impôt sur les personnes physiques. Une réforme qui fait quitter Kinshasa de 50 ans de fiscalité cédulaire. Quels sont les impacts? Pourquoi? Et quels sont les moyens pour pouvoir y parvenir? On en parle dans ces kiosques qui reçoivent Faustin Kouediasala. Bienvenue. Merci. Dieudonné Boanali qui revient après un long moment de trêve. Dieudonné, bienvenue. Merci pour l'invitation. Ok, et de l'autre côté de la table, Eric Izami, toujours en cravate bleue, bienvenue. Merci. Ça, on m'a demandé expressément de le dire par Guchungu. Et le chef coutumier, les traditionnels, Amédée Moirabou, toujours présent, toujours là. Bienvenue, Amédée Moirabou. Merci. Alors, la main va commencer à gauche. On attend d'écrier la problématique des infrastructures à Kinshasa, notamment la léthargie du gouvernement provincial sur la gestion des artères. La circulation est devenue presque difficile. C'est à croire qu'on donnerait raison à Mouzitou qui a prédit autrefois Kinshasa l'enfer sur terre. Aujourd'hui, le gouvernement central décide de s'investir. À première vue, Faustin Kouediasala, avons-nous le moyen? Pourquoi le faire maintenant alors que c'est un problème qui dure depuis longtemps? Qu'est fait Kinshasa dans ce contexte-là? Bon, d'abord, merci pour l'honneur d'ouvrir ce débat. Évidemment, ce que les gens doivent connaître, évidemment ceux qui nous suivent, c'est que on suppose que l'État a des missions qu'on appelle des missions régaliennes. Mais pour que l'État arrive à s'acquitter de toutes ces missions-là, il doit se doter de moyens. Et la meilleure source de revenus pour l'État, c'est les impôts. C'est comme à la maison, quand vous êtes en famille, vous avez fait des prévisions par exemple de 1000 dollars par mois, et vous vous rendez compte que non, vous ne saurez peut-être réunir que 600. Alors les 400 là, il faut trouver ailleurs. Et c'est ce qu'on fait généralement avec l'État. Il peut par rapport à toutes les prévisions sur le budget de l'État, il peut tabler sur des prévisions. Mais s'il se fait qu'il n'a pas les moyens de mobiliser tout l'argent qu'exigent ces prévisions-là, il peut recourir aux emprunts extérieurs. Évidemment, la problématique des infrastructures repose, particulièrement pour la ville de Kinshasa, repose une fois de plus le problème de mobilisation des recettes pour l'État. Parce que l'État dans ce cas de la ville de Kinshasa, par exemple. Parce que l'État ne peut financer des investissements en infrastructure qu'en fonction de ses moyens. C'est pourquoi, de plus en plus, on table à ce qu'on renforce notre fiscalité locale pour que l'État congolais puisse se doter de moyens et qu'avec ces moyens, il puisse financer tous les investissements, pas seulement en infrastructure, les investissements dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, ainsi de suite. Mais exceptionnellement pour la ville de Kinshasa, vous conviendrez avec moi que la ville de Kinshasa a un double statut. Elle est à la fois province et puis elle est aussi capitale. Au-delà d'être une ville, évidemment. Or, en tant que ville-province, elle est dotée d'un exécutif provincial qui a à sa disposition, des ressources. Des ressources qu'elle sait. Une autonomie de gestion. Voilà, une autonomie de gestion. Mais évidemment, comme c'est aussi la capitale, c'est qu'il y a ces infrastructures au niveau de la ville qui exigent aussi une certaine intervention du pouvoir central. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Est-ce que c'est pour la voirie urbaine? Les gens on peut aménager les avenirs en milliers de Gombe. Voilà, les gens remarqueraient qu'il y a de plus en plus au niveau de la ville plusieurs chantiers qui sont ouverts à gauche et à droite sur financement du gouvernement central. C'est vrai qu'entre le gouvernement provincial et le gouvernement central, il y a un quiproquo parce que chacun cherche à tirer la couverture de son côté. Mais on sait qu'il y a des fonds qui ont été débloqués au niveau du gouvernement central pour financer les infrastructures au niveau de la ville. Mais même si le gouvernement central devait intervenir pour ce qui est spécifiquement de la ville de Kinshasa, j'espère qu'il y aura une autre émission, peut-être qu'on pourra aller en profondeur. On y reviendra. En profondeur de ce qui est fait au niveau de la ville. Parce qu'on sait qu'au niveau de la ville, il y a un service de mobilisation de recettes qui existe, c'est la DGRK.
il y a certainement des recettes qui sont mobilisées et la ville s'est dotée d'un budget. Si l'État doit financer toutes les... Si l'État, c'est-à-dire le gouvernement central, doit financer tout ce qui est comme investissement lourd dans la ville, alors que fait-on au niveau du gouvernement provincial? Ce sont des questions qu'on doit se poser. Mais comme toujours, je reviens à ce que j'ai dit avant, évidemment, que ce soit au niveau de la ville, que ce soit au niveau du gouvernement central, la grande question, d'abord, il faut donner à l'État les moyens de sa politique. C'est pourquoi il est très important qu'au niveau de notre nation, qu'on renforce notre fiscalité. Comme vous avez dit, notre fiscalité, elle est vieille de 50 ans. Et même la fiscalité qui a été dupliquée au niveau de la ville, avec la création de DGRK. On a juste dupliqué le modèle central. Elle est exactement calquée sur ce qui est fait au niveau central. 50 ans. Donc il y a une réforme qui doit être faite. De toutes les façons, aussi bien au niveau les national qu'au niveau provincial. Fiscales, c'est la deuxième thématique, on y reviendra. Dieudonné Bouana Ali, c'est vrai, depuis un certain moment, les gens décriaient. Le gouverneur de la ville était sur la sellette de la part de l'opinion publique. Aujourd'hui, le gouvernement central décide d'intervenir. Parmi les raisons, c'est que le flux massif aussi pendant cette période de rentrée scolaire. On parle de 160 millions aujourd'hui décaissés pour résoudre le problème de Kinshasa, notamment maîtriser les érosions, le route, mais également le projet des 3 communes. Je me demande, dans le projet 3 communes, quelles sont les communes concernées? On peut bien s'imaginer que Gombe est concerné. Qu'est-ce qui justifie l'urgence du gouvernement maintenant? Et la question, c'est jusqu'à quand Kinshasa et le gouvernement central continuera à faire du babysitting avec Kinshasa, qui a aussi la possibilité de pouvoir mobiliser suffisamment? Merci pour la question. J'ai aimé les derniers mots, babysitting. Ce n'est pas du babysitting. Ce que je vais dire ici, ce n'est pas pour dédouaner l'exécutif provincial de Kinshasa. Même si ça va s'apparenter à ça. Je pars d'une analyse constitutionnelle. Loin de moi d'interpréter les matières réservées aux constitutionnalistes. Surtout qu'ils sont jaloux. Nous rappelons ici que les infrastructures et travaux publics font partie, selon la loi fondamentale, des matières concurrentes entre l'exécutif national et les exécutifs provinciaux. Avec une répartition bien définie. Voilà, nous en avons 26 avec des répartitions à chaque niveau. Okay. Nous avons des routes d'intérêt national qui sont prises en charge par le gouvernement central. Nous avons des routes d'intérêt provincial. Et puis nous avons ce que nous appelons en français facile la voirie urbaine. Maintenant, comme mon estimé confrère qui m'a précédé, Faustin, j'avais peur qu'il puisse terminer toute la matière que je n'ai plus rien à dire. Vous savez, on peut tout dire, les moyens de l'État et tous ces démembrements proviennent principalement des impôts et taxes. Mais on ne peut pas continuellement à créer des impôts et des taxes. Trop d'impôts tuent l'impôt. L'État a d'autres niches fiscales découvertes, disponibles, où il peut puiser des nouveaux moyens. L'État peut s'endetter en cherchant des moyens. L'État peut redynamiser les portefeuilles de l'État. On a plus de 50 entreprises. On sait que cet État a des ressources. Voilà. Le problème maintenant, c'est pourquoi cette forme d'urgence autour de cette question et que fait Kinshasa? Nous avons plus de 50 entreprises du portefeuille qui ne procurent pas à la fin de chaque exercice des bénéfices, des dividendes, voulais-je dire, à l'actionnaire principal qui est l'État congolais. Ils sont tous déficitaires. Voilà. Clair. Mais pourquoi l'État intervient ou bien vient à la rescousse du gouvernement provincial de Kinshasa? Premièrement, il y a des mécanismes qui ont été instaurés par les législateurs pour essayer d'équilibrer les niveaux de pauvreté que nous avons à travers les pays, entre les provinces. Vous avez des provinces qui sont immensément riches et vous avez d'autres qui sont très pauvres. On a mis en place la caisse de péréquation. Ça ne fonctionne pas bien. Son DG là, il ne sait pas vendre à gauche à droite. Voilà, nous avons la rétrocession des 40%. Combien de fois le gouvernement central a rétrocédé aux provinces ces 40% pour les permettre de défacrer quelque chose et de le mettre dans les budgets? Pour certains, le gouvernement central a décidé directement d'aller prendre la quotité de Kinshasa pour investir sur le projet au lieu de pouvoir rétrocéder, selon certaines langues. Ce n'est pas du tout mauvais, mais je vais appuyer mes propos en disant ce n'est pas une mauvaise chose parce que Kinshasa, comme l'a rappelé mon confrère, a un double statut, pour ne pas parler des trois, capitale et province. En tant que capitale, selon
c'est le siège des institutions. Le gouvernement congolais a le loisir d'intervenir pour réhabiliter, moderniser, ouvrir, créer de nouvelles routes, comme on le voit avec les rocades, ou bien avec les routes qu'on est en train de construire à Ngaba, à Bumbouye et à Kiseso. Ce n'est pas du tout mauvais. Mais le problème se situe à quel niveau? On risque de voir comme si le gouvernement a pris à bras le corps à 100% ses problèmes et l'exécutif provincial se frotte les mains. Et nous, on ne va plus construire des routes. Est-ce que ce n'est pas une manière tacite de déclarer l'incompétence du gouvernement provincial? Bon, je ne dis pas que le gouvernement provincial et son chef, Daniel Bumba, sont incompétents. Et cela dépend de ce que vous attendez. Il faut rappeler aux Congolais, ce n'est pas de l'insulte. Non, les Congolais vont le dire. C'est juste l'incapacité de répondre aux charges et aux missions assignées. C'est ça la définition de l'incompétence. Vous pouvez avoir des bonnes volontés, vous pouvez avoir des bons projets, vous pouvez avoir présenté un bon programme devant l'Assemblée provinciale pour être investi dans l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais si les moyens ne suivent pas, si les moyens ne sont pas là... Oui, mais vos projections étaient basées sur quoi? Les projections. Vos projections budgétaires étaient basées sur quoi? Les projections étaient basées sur la fiscalité provinciale, la contribution des Quinoises et Quinois, en payant les différents impôts et taxes. Je ne fais pas la publicité de la DGRK ici, la régie provinciale. Vous le faites déjà, allez-y. C'est la pub positive. Les prévisions étaient faites aussi sur base des décaissements provenant du pouvoir central. J'ai parlé de la Caisse nationale de péréquation. J'ai parlé de la marche, cette caisse? Les 40% de revenus qui doivent provenir de l'exécutif provincial. J'ai parlé aussi de la redynamisation des régies et des autres services provinciaux qui procurent des moyens à l'État. Mais je regrette une chose, depuis qu'on a créé la DGRK, la Rimokine et autres régies dans la ville de Kinshasa, par André Kimbuta, je me demande pourquoi tous les gouverneurs qui se sont succédés à la tête de la ville, d'autres n'ont pas pu innover à créer d'autres services générateurs de recettes pour permettre à la ville si les premières régies fonctionnent en régime basse, pourquoi on ajoute gens dont la voirie urbaine? Merci Dieu de Ali. En fait, l'aile gauche a fait beaucoup de diplomatie sur cette question-là. On va les dire. Eric Izami, aujourd'hui on se rend compte, on parle de la voirie. La voirie est de compétence provinciale. Ça, c'est une certitude. On ne nous a pas expliqué c'est quel montage, comment les choses se sont faites. On a juste vu le gouvernement. Après la plupart de coups de gueule de gens sur le contexte avec cette rentrée scolaire, le gouvernement central décide d'intervenir. La question, c'est que fait Kinshasa pendant ces temps et pourquoi maintenant, alors qu'on pouvait bien sauver le meuble depuis il y a un bon bout de temps? Pourquoi maintenant? Parce que ça saute aux yeux que dans l'opinion jusqu'ici, le pouvoir provincial paraît encore faible. J'aime bien le gouverneur Daniel Bumba et toute son équipe. C'est pas question d'amour, oui. C'est question de résultats et de compétences. Dans les faits, ils paraissent encore, tous en tout cas, faibles. Et puis, entre-temps, Kinshasa demeure le miroir de la République démocratique du Congo. Nous, à travers la terre, nous sommes fichés comme étant un pays riche et tout ça. Alors, c'est toujours malaisé que d'avoir une capitale sale, mal entretenue, mal lotie, etc., etc. Alors, moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que les routes, bien, mais on n'a pas fait beaucoup de projections dans le temps. On est resté longtemps, 65 ans d'indépendance. Je pense que la démographie chez nous, particulièrement pour Kinshasa, y est galopante, pendant que les infrastructures n'ont pas suivi. Regardons bien. Quelle est l'école qu'avons-nous construite en 65 ans qui a la taille du collège Boboto, qu'on a appelé autrefois collège Albert Ier? Il n'y a pas. Quand on discute entre nous ici, on dit non, tiens, il y a X personnes qui ont construit des écoles. Mais quelle est cette école qu'on a construite qui peut égaler aujourd'hui le collège Élie qui est à la gare centrale? Je pense que... poser la question au projet PDL 135 territoires. Nous avons 24 communes. La construction des écoles. Oui. La population a vraiment grossi en termes de normes de personnes. Mais on n'a presque pas fait grand-chose à Kinshasa. Nous avons 24 communes. Et de nos 24 communes, la plus vaste, c'est Maluku. Si vous prenez 23 communes de Kinshasa, vous le versez dans le territoire de Maluku, vous n'aurez utilisé que 9% de la superficie de tout Maluku. Ça veut dire qu'on peut recréer Kinshasa par 6 fois dans Maluku. Alors, il nous faut des dirigeants qui vont penser grand. Et j'ai eu comme ça à discuter avec les amis en Égypte, au Caire. Ils nous ont dit, vous Kinshasa particulièrement, nous n'allons venir qu'avec nos projets comme ça sur papier, parce que tout nous allons trouver sur place. Vous avez de la main-d'œuvre,
votre population est jeune, vous avez le soleil, vous avez les sables, vous avez les ciments, vous avez l'eau, vous avez tout ce que nous pourrions avoir besoin, vous les avez. Mais seulement, aussi. Justement, j'apprends aussi par ailleurs que même le père Raphaël de la Quiétude de Rio, qui nous a construit certaines écoles ici, Elika, Saint-Raphaël, Bossembo, etc., même les stades, il avait laissé comme une esquisse d'un plan d'une autre ville de Kinshasa, toujours au niveau des Maluku. Pourquoi on ne s'avance pas vers ces projets-là? Moi, je pense que pour maintenant, c'est parce qu'on a cessé d'être ces beaux miroirs de la République. Ça, je pense que... un plan national stratégique de développement, on ne s'est pas appliqué. Vous pensez qu'on va retourner dans le projet de père Raphaël de la Quiétude? Mais il ne faut pas seulement que nous puissions être d'accord que bon, là, on n'a pas pu mettre en place, mais il faut toujours rêver, non? Pourquoi? Même si nous, là, notre génération, n'arrivons pas à concrétiser tout ce que nous avons comme projet. On a longtemps rêvé, Eric Izami. Non, mais il faut passer par là, la concrétisation. Mais bon, on dit qu'un voyage de 1000 km commence par un pas. Donc pour moi, je pense qu'il faut regarder plus haut. Parce que certaines écoles qu'on nous vante ici, même nos routes, elles ne sont pas vraiment à la hauteur de notre richesse. Nous sommes perçus comme ça par les autres. Mais nous bottons en touche, quoi. Nous sommes en dehors de ce que l'on devrait attendre de nous. Et puis, pourquoi est-ce que... Qu'est-ce fait Kinshasa? C'était ça la deuxième sous-question. Qu'est-ce fait Kinshasa? J'ai comme l'impression que Kinshasa est un peu embrouillé. On nous a vanté Kimbopetu ici. Où en est-on aujourd'hui? Je pense qu'on a suffisamment de bras pour pouvoir faire notamment ces travaux-là. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? Si par exemple on va construire la route des Kabambaré, cette route-là doit durer par exemple 3 mois dans sa construction. Mais si on a 20 ouvriers, pourquoi ne pas quintupler même le nombre d'ouvriers comme pour accélérer les travaux? Là, nos enfants ont repris. Le coût, je rappelle encore que nous sommes toujours fichés comme étant un pays riche. Ce n'est pas l'argent qui nous manque. L'autre fois, on a parlé ici qu'on avait dans nos réserves de la Banque centrale près de 6 milliards. C'est une première. Mais on a toujours été fiché comme un pays potentiellement riche. S'il vous plaît, on va regarder cet argent-là comme des œuvres d'art. Nous allons le contempler comme des œuvres d'art. Vous pensez que ça serait intéressant? Non, nos enfants vont nourrir le nez. Merci, Eric. Il y a tellement de choses à faire. Particulièrement pour les routes, il n'y a pas de route chez nous. Il n'y a pas de route. Merci, Eric Izami. Amédée Morabou, encore de la diplomatie. La question c'est, Kinshasa a manifesté des difficultés notamment en termes de collecte. Prenons par exemple l'impôt foncier, qui est une niche essentielle pour Kinshasa, qui est en burn, les gens ne payent pas pour des raisons qu'on connaît. Entre intervenir pour un cas précis et permettre à Kinshasa de fonctionner en plein régime en mobilisant suffisamment, quelle était la meilleure solution que de venir faire des interventions des dernières minutes? Pourquoi arriver? Et cette jurisprudence, le QUI nous demandera demain la voirie, le gouvernement central sera en mesure de le faire? En fait, tu sais, le principal reproche que j'ai toujours fait aux dirigeants, c'est le manque d'ambition. Je ne vois pas de l'audace parmi ceux qui dirigent notamment la province. Puisque Lumumba disait le Congo est grand et exige de nous de la grandeur. Je dis ça parce que pour rebondir un peu sur ce que Eric disait, donc si nous avons de l'ambition, on doit faire des choses à la grandeur de notre pays. Kinshasa, c'est 3600 km de route. Et sur les 3600 km de route, à peine 850 sont asphaltés, bétonnés et tout. Et dans les 850 km bétonnés, asphaltés, c'est à peine 450 à 500 qui sont en bon état. Donc, qui sont dans un état acceptable. Encore que, puisque en principe, dans un pays normal et tout, quand une route commence juste à se fissurer, on vient, on enlève tout, on remet une autre asphalte et tout. Mais je pense que le problème, c'est le manque d'ambition des dirigeants au niveau de la province. Parce que s'ils avaient vraiment de l'ambition, s'ils avaient de l'audace, ils allaient se doter des moyens conséquents pour prendre à bras le corps tous les défis qui se posent au niveau de la ville. Construire les routes, ça coûte cher. Mais alors, pour avoir cet argent-là, il faut d'abord le mobiliser. Il faut mobiliser. Or, ils ne parviennent pas à mobiliser. Dernièrement, j'ai publié un papier sur notamment la DGRK, où le nouveau gouverneur commence un peu à insuffler un nouveau vent pour essayer de moderniser, d'actualiser les méthodes de collecte de l'impôt au niveau provincial.
j'applaudis, mais on attend les résultats. Ça fait combien? Ça fait plus d'une année que le gouvernement provincial est là. Mais quelle est l'action tangible qu'on peut voir de ce gouvernement provincial dans la capitale ici? Il n'y en a pas. C'est vrai, ils sont aidés par l'État, du fait que lui aussi, c'est peut-être pour se faire une bonne conscience, du fait qu'il ne rétrocède pas normalement les 40% dus à la province, alors il part à la rescousse avec cette cagnotte de 160 millions de dollars, dont 51 millions déjà décaissés. Donc, moi, le plus grand problème, c'est au fait ça. C'est-à-dire que tant que dans cette province, le gouvernement ne mettra pas les mécanismes nécessaires pour collecter, mobiliser suffisamment de moyens, et il pourra rester faible, comme le dit Eric Izami. Donc, tous les challenges sont là. Et d'ailleurs, ça colle bien avec le deuxième sujet, parce qu'on va parler des nouveaux dispositifs fiscaux pour justement donner les moyens. Tous les problèmes de la RDC, c'est ça. Merci et de tant que nous ne nous donnons pas les moyens nécessaires pour mobiliser suffisamment les fonds, en tout cas, on aura toujours des gouvernements faibles. Nous continuerons, moi et vous, à rouler sur des routes en lambeaux, comme ça s'est fait là, puisque c'est vrai que avec cette bouée d'oxygène du gouvernement central, du ministre des Finances, Doudou Famba, on va quand même réhabiliter certaines routes, mais je vous dis qu'il y aura un bon nombre de kilomètres qui vont rester encore en mauvais état. Et surtout, comme nous sommes tous cloîtrés dans un petit coin de la capitale, les taux de destruction de ces infrastructures, de délabrement de ces infrastructures va s'accentuer. Donc, il faudra que d'ici une année, 2 ans, qu'on fasse la même chose. Vous savez, dernièrement, il y a 2 semaines, j'étais sur la route. Je suis allé en famille pour une fête de mariage et je suis rentré par la route Elenguessa. La route Elenguessa a été inaugurée par le président il y a à peine 2 ans ici. Est-ce que savez-vous qu'il y a des nids de poules sur cette route-là? On le sait. Merci à Amédée Morabou de faire cette passe décisive. Si tu me le permets, je voulais juste ajouter un aspect qu'on n'a pas abordé. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que, vous savez, ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, c'est vrai qu'on dit que c'est le miroir de la RDC. De la même manière que Kinshasa est le miroir de la RDC en termes administratifs, Kinshasa est également le miroir de la RDC en termes de gouvernance. Exactement. Et ce qui se passe dans la ville de Kinshasa, en repose le problème de la gestion de la décentralisation telle qu'elle a été conçue et mise en place, surtout avec le démembrement de province. Parce que vous remarquez plutôt sur le découpage que sur la décentralisation. Voilà. Bon, découpage, décentralisation, c'est blanc, bonnet blanc, évidemment. Le découpage, c'est séparer les frontières, mais la décentralisation, c'est veiller sur le mécanisme de gouvernance, de pouvoir. On nous amène dans des termes, finalement, où on ne comprend plus rien, mais c'est la même chose. Mais la mentalité économique. Ce qui se passe dans la ville, et c'est la même chose au niveau de province. Vous savez qu'au niveau de la ville de Kinshasa, nous assistons à une surpolitisation de l'administration urbaine. Dernièrement, le gouverneur Daniel Bumba a nommé des animateurs d'une dizaine de structures qui dépendent de la ville de Kinshasa. Rimokine, DGRK, tout ce qui est connu là. Il y a eu également Fils Moukoko aujourd'hui. Il y en a plein. Là, au fil, il y a eu Fils Moukoko. RATPK. Il y en a beaucoup. Si bien qu'on peut même se perdre. Et toutes ces structures dépendent du maigre budget de la ville. Au-delà du gouvernement provincial. Mais parlons de réduction des trains de vie à ces niveaux-là. Au-delà du gouvernement provincial qui doit être fonctionné et financé, au-delà de la haute direction de la ville, avec le vice-gouverneur et le gouverneur et tout ce qu'il y a comme membre de cabinet qui doit être pris en charge par le budget de la ville, vous avez remarqué que quand vous faites les calculs, il y a juste une maigre portion qui reste à la ville pour financer des investissements et ainsi de suite. Tout ce qui est mobilisé dans la ville, enfin dans le fonctionnement des institutions. Et le comble, est-ce que la ville ne mobilise pas suffisamment? La ville a encore de niches pour pouvoir aller mobiliser plus. Il y a des niches, comme Bonali l'a dit tout à l'heure, il y a des niches fiscales qui ne sont jamais exploitées. Même au niveau de la DGRK. En fait, combien d'impôts sont finalement mobilisés au niveau de la DGRK? On souffre avec l'impôt foncier qui se heurte à un certain nombre de pesanteurs politiques. Ainsi de suite. On va aller droit. Donc tout ça, évidemment, ce qui se passe dans la ville nous ramène à l'échelle nationale à tout ce qui sévit au niveau de province. Si bien que
Kinshasa a encore de la chance parce que là, comme c'est le siège de l'institution, le gouvernement est obligé d'intervenir. Oui, mais si, que dire de ce qui se passe à Mbandaka, à Lissala, à Boende, ainsi de suite? À Kouilou, par exemple. C'est ça le problème. Alors, mais il y a même une province qui particulièrement n'a même pas un seul mètre d'asphalte. Nous sommes dans le Sankourou. Sankourou, ça vous fait Lomela, Tchumbe, Kole, Katako, Lusambo, Lubefu. Je ne sais pas pour Mbala. Google Maps. Ça ne va pas. Merci, ça ne va Eric. vraiment pas. Et puis, je vais terminer par là. Là où il y a suffisamment d'argent, on se concentre seulement sur le chef-lieu. Alors qu'on a même la possibilité de faire, ne serait-ce que l'interconnexion des différents territoires. Je prends ici le cas de Lualaba. Là-bas, il y a beaucoup d'argent. Et Maman Fifi Masuka a beaucoup fait pour, notamment, Kolwezi Alisano. Mais il n'y a pas que Kolwezi. Il y a Sandoa, Kapanga, Dilolo, Lubudi, Mouchacha. Ne serait-ce que pour interconnecter par route. C'est essentiel. Il n'a jamais un pied à Louilou. À Luilou. La célèbre ville de Luilou. Il suffit d'y entrer pour être poussiéreux. Tu ne vas plus le connaître. Avec Kabila. Mais je crois qu'il faut arrêter avec ces genres de fixations, de penser qu'il y a en RDC des provinces pauvres. Ça n'existe pas. Il n'y a que des dirigeants qui sont peut-être pauvres d'esprit pour mobiliser suffisamment. Pour cette cristallisation, les provinces riches se forcent contre les provinces minières. Voilà. C'est ça et c'est une mauvaise mentalité. Allez, on va très rapidement prendre le deuxième sujet, le vif. Je commence par Amédée Moirabou. Vous allez garder la main. Le ministre de Finances a pris le courage de mettre en exergue la réforme fiscale votée et adoptée à l'Assemblée nationale, je crois, en 2023, si je me mémoire, en 2023. Notamment avec l'instauration de l'impôt de société ainsi que l'impôt sur le revenu des personnes physiques. Cette affaire, jusque-là, n'est pas encore très bien connue de la plupart des Congolais. On parle d'une réforme majeure, mais la grande question aujourd'hui, quel est votre regard sur cette dynamique et quels en sont les obstacles et les difficultés? Parce que quand on parle fiscalité, je crois qu'il suffit de regarder le tour de table pour voir qu'il y a suffisamment d'épésantères qui empêchent parfois à certaines entités de pouvoir le faire comme il se doit. Oui, Guichongo, sur ce plateau... c'est Mike et Ardidiana. Guichongo n'est pas là. Excusez. Ça se comprend. Son nombre, ça se comprend. Son nombre, c'est son nombre, son autre... voilà. En tout cas... J'encaisse. Je veux dire ceci. Sur ce plateau, souvent, nous avons, quand nous parlons de la mobilisation des recettes, nous l'avons toujours dit, et plusieurs fois, que la RDC connaît encore beaucoup de problèmes ou baigne encore dans la pauvreté. C'est parce que nous avons nos gouvernements, les gouvernements successifs qu'on a connus, ne se sont pas donné les moyens pour mobiliser suffisamment des recettes afin d'avoir les moyens de leur politique. Un gouvernement qui peut avoir laissé des actions tangibles dans le pays, ce n'est que celui qui parvient à mobiliser suffisamment de recettes. Et ici, en RDC, le problème, c'est que nous ne mobilisons pas assez, et c'est ce qui fait que le gouvernement ne parvient pas à réaliser tous les défis qui se posent à lui en termes de construction des infrastructures, les écoles, les routes, les barrages, ainsi de suite. Parce que notre taux, notre pression fiscale est très faible. Nous sommes à 12,5%, alors que la moyenne africaine est à 20%, et la moyenne subsaharienne, c'est à 18%. Donc, sur 100 $ qui sont produits en RDC, le fisc congolais, l'État congolais ne parvient à capter à peine 12,5%. C'est très faible. Pendant que dans les pays développés, ils en sont à 40, 50, voire 60%. Donc aujourd'hui, avec cette réforme, de la mise en place, de la mise en œuvre, que ce soit de l'impôt sur les sociétés et de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, c'est une réforme cruciale qui permet à la RDC, en tout cas qui va permettre à la RDC, d'abord, de moderniser son système fiscal, parce que les systèmes qu'on appliquait jusque-là étaient archaïques et nous retardaient par rapport à d'autres pays. Parce qu'aujourd'hui, les pays qui pratiquent l'impôt sur les sociétés, l'impôt sur les revenus et des personnes physiques, c'est des pays qui s'alignent sur les normes, que ce soit de l'OCDE et même du FMI.
Et aujourd'hui, ça fait maintenant 3 ans, plus de 3 ans que nous sommes en programme avec l'FMI. Donc, c'est une réforme importante qui vise nettement à moderniser notre système fiscal, à le rendre équitable et surtout beaucoup plus efficace pour permettre à l'État de mobiliser suffisamment de fonds et d'avoir les moyens de sa politique. Par exemple, pour l'impôt sur les revenus des personnes physiques, on est en train de voir comment, d'abord, ça va nous permettre, n'est-ce pas, d'élargir notre assiette fiscale. Vous savez que depuis des années... Mais avec quelle qualité d'agent économique, c'est ça le problème? Non, jusque-là, avec... d'ici, enfin... Est-ce que le Congolais, dans le contexte actuel, est un agent économique à part entière, capable de pouvoir aller dans ces dynamiques-là? Ça aussi, il faut tenir compte de ces approches sociologiques. C'est ça le travail qu'il doit faire, non seulement l'administration fiscale, mais aussi le ministère des Finances. J'observe que depuis une année, il y a dans la préparation de la mise en œuvre de ces 2 impôts, puisqu'ils vont entrer en vigueur le 1er janvier 2026. Oui. Alors, au niveau du ministère des Finances, on a bien fait d'abord d'apprêter toutes les lois d'application, puisque bien que la loi était était votée depuis novembre 2023 et même promulguée par le président de la République, il n'y avait pas de mesures d'application. Là, nous avons déjà les 11 mesures d'application qui ont été validées, votées depuis février 2025. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, c'est qu'on voit que le gouvernement a pris langue avec le géant chinois Huawei pour permettre, parce qu'il y a une digitalisation en fait de ces impôts. Et donc, je crois que c'est les logiciels ITAS qui sera travaillé en connivence avec Huawei pour pouvoir, comment dirais-je, aller dans l'essence de la digitalisation. Voilà, ça pourra permettre, que ce soit aux sociétés ou aux personnes, de faire la télédéclaration de leur impôt sur les sociétés ou impôt sur le revenu des personnes physiques. Donc, on a amorcé aussi la vulgarisation parce que, comme on le sait tous ici, notre culture fiscale est encore très faible ou presque quasi inexistante. Curieusement, on n'y travaille pas. Si bien qu'aujourd'hui, avec l'impôt sur les revenus des personnes physiques, en principe, on devrait intégrer jusqu'à au moins 5 millions de personnes. Et c'est ça l'objectif voulu par le ministère. Pour qu'ils adhèrent à cette réforme, pour qu'ils donnent sens à cette réforme, il faut la vulgarisation. Et je pense que j'applaudis le fait que je vois quand même le ministère commence de plus en plus à en parler de cette réforme pour que les Congolais l'intègrent. Mais sinon, sans culture fiscale, on risque de ne pas atteindre les fruits qu'on attend. Éric Izami, la grande question, c'est aujourd'hui au niveau de l'identification. Vous savez, déjà que s'il faut pour les personnes morales comme les sociétés autres, on dit toujours les fichiers de différentes régies sont très minimalistes. Aujourd'hui, on élargit par exemple sur l'impôt sur les revenus des personnes physiques. La problématique de l'identification, comment le faire? Est-ce que le ministère saura suffisamment atteindre? C'est vrai, on parle de 5 millions d'objectifs à atteindre pour la première phase, mais comment y parvenir? Dans un secteur où il n'y a pas de culture fiscale, les gens ne vont pas aller se déclarer. On a beaucoup de problèmes. Et je crois que, d'abord, ce que disait Amédée, il ne dit pas faux, que nous ne mobilisons pas suffisamment. Il le dit certainement au regard de ce que nous avons comme potentialité. Mais aussi, moi je pense qu'il en va de la crédibilité de nos propres autorités pour pouvoir donner raison à ce Congolais de venir adhérer à la dynamique pour vouloir payer les impôts. Parce qu'en réalité, dans notre opinion, on pense encore que le peu que nous avons, ou le peu que nous arrivons à mobiliser, nous ne les affectons pas bien dans des projets qui puissent permettre aux uns aux autres de bien vivre. Ça aussi, c'est important. Par exemple, c'est depuis 2023. Qu'avons-nous fait véritablement pour convaincre les Congolais à pouvoir adhérer à cette idée-là que de venir, par exemple, payer l'impôt sur le revenu de personnes physiques? Presque rien. C'est une loi votée, promulguée, mais ça ne résonne pas encore. Il n'y a pas eu une sensibilisation comme il se doit. Pas suffisamment. On n'a pas suffisamment parlé aux Congolais que non, voici, le 1er janvier 2026, désormais, on va payer l'impôt sur le revenu de personnes physiques. Les Congolais moyens ne savent même pas. Et puis, ceux qui pensent que le peu d'argent qu'il y a dans la marmite,
c'est seulement les autorités qui se la partagent. Ça ne va pas. Donc, on doit faire un effort pour pouvoir avoir des externalités positives, pour pouvoir convaincre les gens à venir. Donc, on doit faire vraiment un effort. On ne parle pas suffisamment de ça. Sinon, on arrivera au 1er janvier 2026. Oui, le Congolais vont vous dire, ah, mais tiens, on paye déjà ceci, on paye déjà cela. On va encore nous ajouter à payer ceci. Donc, je pense que la sensibilisation est essentielle pour que les gens... Merci, Éric Izani. Alors, Faustin Kodiassala, on en parle. Encore le ministère des Finances, c'est une forme d'équité fiscale, parce que pour eux, cette nomenclature généraliste faisait en sorte que deux entités avec le même revenu, mais avec des statuts différents, payaient l'impôt de manière différente. Quel est votre regard sur cette réforme et quels sont les quelques avantages que vous pouvez ressortir de cette initiative-là, contrairement aux Congolais qui pensent que c'est encore une fois de plus aller exercer une pression négative sur le Congolais qui vivent déjà une pauvreté sans précédent? Non, merci pour la question. Vous avez clairement posé le problème. Mais je souhaiterais d'abord, avant de vous répondre, de poser le principe. Okay. Vous savez, quand on a parlé tout à l'heure du problème de la ville en termes d'infrastructure, je crois autour de la table, on est revenu sur un seul aspect, la mobilisation de recettes. Et je crois que ça se pose, les mêmes problèmes se posent aussi au niveau national. Vous savez, en termes de fiscalité, il y a deux branches principales. Il y a une fiscalité qu'on appelle une fiscalité directe, donc qui taxe les revenus. Et puis il y a une autre fiscalité indirecte, représentée essentiellement avec la taxe sur la valeur ajoutée et la réforme qu'on a lancée à... La fiscalité cédulaire, disons-le. Même si la réforme est en train d'être raffinée pour rentabiliser un peu la taxe sur la valeur ajoutée, parce que là aussi il y a des problèmes. Certainement que tu vas nous rappeler pour une autre mission autour de ça. Et puis il y a l'autre branche de la fiscalité qu'on appelle la parafiscalité, qui est incarnée chez nous avec la DGRAD. La DGRAD, oui. Mais vous avez remarqué qu'au niveau de la fiscalité directe qui taxe le revenu, il y avait, en fait, c'est comme s'il y a des redevables qui étaient hors circuit fiscal. Parce que, vous savez, en termes de fiscalité chez nous, on parle de deux grandes échéances au courant de l'année. Il y a l'échéance entre mars et avril, là où on paye la compte provisionnelle sur les impôts, sur les bénéfices et profits. Et la grande échéance, c'est octobre-novembre, là on solde. Si bien qu'aujourd'hui, s'il y a un grand impôt qui mobilise au niveau que la DG mobilise, c'est plus l'impôt sur les bénéfices et le profit. Or, les bénéfices et le profit, c'est un impôt, c'est restreint. Parce que dans les entreprises, ils n'ont pas que les bénéfices et le profit à déclarer à l'État pour que l'État puisse prélever. Parce qu'il y a ces entreprises comme personnes morales qui ont aussi des revenus. Oui. C'est pourquoi cette réforme, en fait, ça ne crée pas un autre impôt, mais ça donne plus de clarté à l'imposition. C'est au lieu d'attendre seulement qu'on impose les bénéfices et les profits, on impose directement le revenu des sociétés. Okay. Et pas seulement ça. Vous savez, en économie, il y a ce que l'État, sur lequel l'État prélève, c'est la richesse nationale. Et pour que cette richesse-là soit produite, il y a certainement des gens qui ont participé à la création de la richesse nationale. Il y a entre autres des entreprises, il y a l'État lui-même qui peut opérer comme opérateur économique, et puis il y a des ménages, c'est-à-dire des entreprises comme personnes physiques. Or, il s'est fait que depuis un temps, on taxait que les entreprises et l'État. En fait l'État, quand il agit comme opérateur économique, avec les entreprises de portefeuille et les autres. Mais les personnes physiques qui participent à l'activité économique... Et qui faisaient suffisamment de bénéfices. Ils sont quelque part délaissés du système. Alors qu'eux aussi participent à la richesse, à la formation de la richesse nationale. Et cette réforme-là vient justement inclure tout ce monde-là qui participe à la création des richesses nationales, de plus rendre compte à l'État de ce qu'ils ont réalisé. Et je crois que c'est plus équitable. C'est pourquoi je me suis félicité que dans votre question, tu as utilisé le mot équité. En fait, l'équité, ça veut dire que, comme tu participes à la création de la richesse nationale, tu dois aussi rétrocéder quelque chose à l'État. À la hauteur de ce que tu gagnes. À la hauteur de ce que tu gagnes. Okay. Nous suivons les débats au niveau des pays développés. L'impôt sur les grandes fortunes, là, mais c'est un grand débat de politique économique. Oh, chez nous, il y a des gens... On n'en discute presque pas. Il y a des gens qui se pavanent dans la rue, qui se font appeler des présos, des millionnaires, mais... Je crois, dès son avènement au pouvoir là, en 2019, les chefs de l'État avaient promis de créer des millionnaires. Et il y en a déjà aujourd'hui. Et ces millionnaires... Il y en a un autre qui frappe les gens sur les réseaux sociaux. Et ces millionnaires-là qui ont été créés grâce à l'État, parce qu'ils disposent de millions, il faut que l'État aussi puisse prélever ne serait-ce que quelque chose à ce qu'ils ont réalisé comme revenu. Et c'est justement ça, ce qu'on appelle l'équilibre fiscal.
Parce que nous nous plaignons aujourd'hui qu'au niveau de la DGI, le fichier fiscal n'a autour de 200, en tout cas moins de 300, moins de 300 assujettis. C'est peu. C'est peu, oui. S'il y a tout ce monde-là, tous ces millionnaires qu'on a créés, et bien d'autres qui vont se créer au fur et à mesure, tout ce monde-là doit participer à l'effort national. Parce qu'on se plaint aujourd'hui qu'on n'a pas de routes. On se plaint aujourd'hui qu'on n'a pas de routes, mais ces routes-là, il faut les financer. Ça ne va pas tomber comme la manne. Je crois qu'il y a une anecdote que quelqu'un nous racontait un jour. Il y a une dame qui va au port de Matadi, là. Il devait faire un dédouanement. Il devait payer autour de 10 000. Tu vois, il a négocié avec les agents de la douane. Finalement, il a payé 5 000. Elle était très contente. Et en rentrant sur la route de Matadi, son véhicule est tombé en panne parce qu'il était tombé sur un ravet. Il y avait un trou sur la route. Et le véhicule est tombé en panne. La dame était très fâchée. Or, la dame ne se rappelait pas que s'il avait payé 10 000 à la douane, c'est avec cet argent-là qu'on allait arranger la route. Et c'est la même logique. C'est la même logique. Nous voulons de bonnes routes. Nous voulons de bonnes écoles. Nous voulons de bons hôpitaux. Mais donnons à l'État les moyens de sa politique. Et si tout le monde, parce que les principes, les grands principes, et j'insiste sur ça, les grands principes, c'est que l'équité fiscale veut dire que tout celui qui participe à la création de la richesse nationale doit rendre quelque chose à l'État. Tu es personne physique, tu te dis, vois-moi, millionnaire, mais les millions là, tu les crées chez nous quand même. Ça ne te tombe pas du ciel. Parce que tu les crées chez nous. C'est que tu participes à la création de la richesse à l'intérieur de ton pays. Alors, et quand même, la gentillesse de rendre quelque chose à l'État. Alors, Dieudonné Boinali, la grande question c'est, j'ai voulu poser une question qui serait un peu polémique, mais ça l'esprit Chungu, je ne veux pas rentrer dans ça. On va aller sur une base aujourd'hui, on en parle. Mais la question c'est, qui sont réellement les gens concernés? Parce qu'on est quand même, il ne faut pas oublier, dans un État avec un taux de chômage de masse. Quand on parle de l'impôt sur les revenus des personnes physiques, il y a un peu du tout et n'importe quoi. Les petits chailleurs qui y a à côté, là, qui se débrouillent pour 2 bouteilles d'eau, commencent déjà à craindre un peu. Quelle est la démarcation à faire aujourd'hui quand on parle des revenus? C'est vrai que ce discours-là est un peu anxiogène pour le Congolais. Ils ne sont pas habitués. Comment les apaiser? Et quelles sont les grandes orientations que le Congolais peut avoir sur cette taxe-là pour éviter qu'il y ait une forme de désinformation de manière générale? Bon, merci pour la question. Permettez-moi d'abord de planter les décors. Les impôts sur l'impôt cédulaire, sur les revenus, l'impôt des personnes physiques était d'abord régi depuis 1969 par la loi, l'ordonnance loi numéro 69/009 du 10 février. Modifié en 2003. Voilà, modifié en 2023. Non, il y a eu une modification en 2003 et puis la nouvelle loi qui est arrivée en 2023. Numéro 23/052 et numéro 23/053 du 30 novembre 2023. Oui. Si vous comptez la différence entre les différents textes des lois, ça nous fait 55 ans que nous avons un même système fiscal. Maintenant, nous saluons les gouvernements Souminwa 2, bon, qui fit avant. À ce niveau-là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de le trio gouvernement, finance je voudrais et tout autres. simplement dire, nous saluons les efforts fournis par les gouvernements centraux via le ministère national des Finances, qui dirige avec maestria le ministre Doudou Fouamba Likunde, pour Finissez, Liboutaï. ces réformes en profondeur pour rénover notre système fiscal avec comme objectif, je les ai suivis, ils ont dit c'est pour faciliter la négociation des conventions fiscales internationales et offrir aux entreprises un environnement juridique clair, compétitif et conforme aux meilleures pratiques internationales. Il faut les souligner, notre système fiscal ne répondait pas aussi aux standards internationaux. Maintenant, je me dis, en ce qui concerne particulièrement l'impôt sur les sociétés, un taux de 30% sur les bénéfices nets sera imposé. Là où j'ai trouvé génial cette innovation, et j'applaudis de demain les initiateurs, c'est là où on dit que parmi les personnes, les contribuables, vous avez d'abord les personnes physiques, vous avez aussi les personnes morales. Mais je veux vous donner une information. En ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices et profits, vous savez qu'il y a beaucoup d'entreprises qui faisaient des bénéfices en République démocratique du Congo et qui roulaient l'État et qui déclaraient, grâce à l'appui de certains agents de l'État,
que nous sommes toujours véreux, que nous sommes toujours en faillite, en faillite, en faillite. Maintenant, nous, en tant que journalistes d'investigation, des journalistes économiques, nous étions en train de nous demander comment cette entreprise qui s'est déclarée en faillite depuis 2003, nous sommes en 2025, elle est toujours en activité. Comment cette entreprise... Et puis il y a un net changement sur ces cadres et une micro-entreprise et une petite entreprise naissante, mais après 5 ans, 6 ans, faillite. Mais l'entreprise continue toujours ses activités, nous continuons toujours à consommer ses produits sur les marchés, mais cette entreprise, au niveau du fisc, elle ne paye pas d'impôts parce qu'elle est en faillite, en banqueroute. Maintenant, avec cette innovation, il est dit quelque part, en cas de résultats déficitaires ou de bénéfices trop faibles, un taux minimal de 1% du chiffre d'affaires s'applique. Là, je me dis, bon, il n'y aura plus moyen pour ces entreprises d'échapper au paiement des impôts et taxes. Deuxièmement, c'est un stimulus, c'est une motivation, une sorte aussi de pression appliquée aux gestionnaires de ces entreprises, qu'elles soient publiques ou privées, afin de les pousser au rendement, à la rentabilité. Parce que de cette rentabilité dépend aussi le recouvrement des impôts. Vous ne pouvez plus échapper. Voilà, je me dis, c'est une bonne chose, mais on doit mettre quand même des garde-fous. Je me suis dit, nous sommes dans un pays où les gens aiment trop d'exonération. Il importe ses véhicules pour les revendre sur le marché congolais. Il dit, bon, j'ai mon cousin qui est député, oui. Il va m'amener si tel. Puisque vous êtes arrivé, permettez-moi de vous poser cette question. Je l'avais gardée pour Amédée Mourabou. C'est vrai, on veut aller dans les réformes pour mieux collecter, mais on risque de se heurter au protectionnisme politique dont vous venez à faire allusion. Voilà. Les politiques, et eux-mêmes, pour la plupart, sont chefs d'entreprise qui ne payent rien au nom de soit immunité parlementaire, soit immunité ministérielle. Et au-delà de ça, il y a même, je ne vous ramène pas les cas des Chinois qui aujourd'hui ont mis sous tutelle la plupart de leurs magasins et autres sous de noms de Congolais pour échapper. Est-ce qu'il y a des mesures contraignantes, des mesures pour pouvoir nous permettre d'éviter cette culture, cette mauvaise? Bon, il y a des questions aussi, des craintes. Par exemple, moi, j'ai beaucoup fait des recherches sur l'impôt sur les bénéfices des 30% avec la nouvelle loi qui sera d'application dès le 1er janvier 2026. Je me suis dit ceci, de quel chiffre d'affaires parle-t-on ici dans cette loi? On doit quand même préciser, c'est le chiffre d'affaires de l'exercice en cours ou bien de l'exercice passé. Quand vous déclarez que vous êtes en faillite ou avoir fait des dividendes ou bien des bénéfices trop faibles. La notion de fiscalité est rétroactive, Dieu donné bonne. Ok. Deuxièmement... Dès lors qu'on sait établir l'intérêt que vous avez généré dans votre activité. Deuxièmement, il y a des craintes de fraude. Il y a des craintes de fraude. Et puis, je voulais demander aux initiateurs de cette loi de renforcer surtout, Faustin l'a dit tout à l'heure, non seulement l'équité, mais aussi la justice fiscale. On ne peut pas avoir dans un pays des entreprises qui sont en activité, qui se camouflent, qui ne payent pas des impôts et taxes, disant que nous sommes en faillite, en banqueroute, des entreprises qui sont devenues comme des no man's land, qui sont dans des États, des intouchables. Les agents de fisc ne peuvent ni accéder dans leurs concessions, ces entreprises ne peuvent ni payer ni impôts et taxes. Elles déclarent toujours nous sommes en faillite et pourtant elles sont toujours en activité. Merci Dieu. Cela nous demandons votre cri de cœur est entendu et toutes les régies financières de mettre fin à cette Votre cri de cœur est entendu, votre coup de gueule, j'allais dire d'ailleurs. Voilà. Amédée Mourabou, on est dans une phase d'implémentation. C'est vrai que la loi est là, on salue la loi, mais il y a autant de préalables qu'il faudra mettre. Quelles sont les mesures prises par le ministère pour pouvoir, à la limite, outiller les différents acteurs qui doivent intervenir dans cette nouvelle orientation fiscale? Et qu'est-ce qui est fait pour finalement éviter justement ce régime d'intouchable, comme on se lève Dieu donné Boanali, parce que c'est la plus grande crainte de la République? Je crois comprendre qu'au niveau que ce soit de l'administration fiscale et même sous l'impulsion du ministère des Finances, qu'il y a des formations qui sont déjà en cours et qui vont se poursuivre des agents du fisc pour qu'ils comprennent aussi cette réforme, qu'ils s'imprègnent
ces nouveaux mécanismes et voir de manière en sorte qu'ils puissent être concluants. Parce que, vous savez, il y a un dirigeant français qui disait, c'est Georges Pompidou, qui disait « La fraude est à l'opérateur économique, c'est que est l'ombre à l'être humain ». Ça veut dire que tout opérateur économique, sa nature, il est prédisposé à frauder. Et donc, voilà, à minimiser l'impôt, et voire à ne rien payer. Et donc, ça va de l'intérêt de l'administration fiscale d'être suffisamment outillée, d'avoir des agents suffisamment bien formés pour déceler les fraudeurs, les corrupteurs et tout le reste. Donc, c'est ça. Et je suis content que cet aspect est déjà pris en charge par les formations qui sont en cours, que ce soit au niveau de l'administration fiscale. Donc ça, c'est quelque chose qui fait que d'ici à janvier, on a encore 4 ou 5 mois pour que l'administration fiscale se mette au diapason afin qu'ils puissent traquer et faire en sorte que chacun paye. Puisque aujourd'hui, bon, c'est vrai qu'on dit que les gens vont frauder, mais vous êtes, par exemple, député, parce que les députés aussi vont payer l'impôt sur les revenus des personnes physiques. Voilà, ils vont payer. Donc, vous ne pouvez pas échapper. On connaît votre salaire, l'administration connaît votre salaire. Vous connaissez qui connaît le salaire d'un député? L'administration fiscale. À ce niveau-là, ils vont faire des fausses déclarations. L'administration fiscale connaît vos revenus. Et donc, si vous faites une fausse... En fait, une fausse déclaration, vous êtes l'IRPP, c'est un impôt déclaratif. C'est chacun qui déclare ses revenus. Tout ce que vous gagnez, vous prenez votre salaire, vos différents revenus, si vous avez des revenus des loyers, si vous avez des revenus des produits financiers et tout, vous allez faire une déclaration sur un formulaire que l'administration va vous envoyer, et en étant le plus honnête possible, et c'est l'administration qui va calculer pour voir combien vous allez payer. Je voulais dire, il y a un aspect, puisqu'il y a Eric qui l'avait soulevé, on dit, bon, il y a des gens qui n'ont rien, mais comment est-ce qu'on va leur prendre encore le peu qu'ils ont? Non. Avec l'IRPP, l'impôt sur les revenus et les personnes physiques, c'est un régime progressif. C'est-à-dire qu'il y a deux tranches. Par exemple, selon la loi, de 0 à 10 millions de francs congolais, si vos revenus annuels nagent dans cette tranche-là, vous ne payez rien. Même en France, c'est comme ça. En France, si vous avez des revenus annuels inférieurs à 10 080 €, vous ne payez rien. C'est zéro comme impôt. Donc aujourd'hui, en RDC, c'est prévu aussi dans l'IRPP. Voilà, ainsi de suite. Ceux qui ont des revenus consistants et très élevés, ils paient aussi conformément à au régime qui leur sont propres. Donc c'est ça. C'est ça aussi l'équité, au fait. Oui. Si moi, à supposer que je gagne 30 millions de francs congolais dans l'année et que Guy Chungu, c'est pas vous, hein? C'est Guy Chungu. Guy Chungu gagne 10 millions dans l'année. Ce qui n'est pas faux. Ce qui n'est pas faux, selon toi. Voilà. Lui, en calculant le barème progressif là, de 0 à 10 millions, il ne paie rien. Voilà, parce que il n'a que le minimum pour vivre, il ne paie rien. Merci. Mais moi, comme j'entre dans la deuxième tranche qui va de 10 millions à 30 millions de francs congolais, il y a un pourcentage, c'est 15%. Voilà. Et ce que je paye, c'est la précision que j'allais mettre. Ce que je paye, ce n'est pas sur mes premiers 10 millions, c'est sur les 20 millions autres que les premiers. Quand je suis dans la fourchette des 10 millions, je ne paye pas. Je ne paye pas. Il n'y a pas de rétroactivité. Dès lors que j'atteins des revenus supérieurs à 10 millions, c'est alors que je rentre dans un régime de pouvoir payer fiscalement, selon la nomenclature telle que définie. On n'a plus assez de temps, il nous restait 5 minutes. Amédée, on a déjà pris 3. Mais on va faire le format demandé à la régie. On va permettre à ce que chacun prenne 1 minute. Mais dans ça, je voulais un peu, on va se décontracter un tout petit peu. Je vous pose une question de l'opinion et particulièrement de la jeunesse. On s'est dit, bon, ok, impôt sur les revenus des personnes physiques. Quelqu'un qui gagne régulièrement sur le pari sportif plus de 50-30 millions, il paye ou pas?
Bien sûr, il doit payer. Il doit payer. Je crois, il sera encouragé. Gardi, je crois qu'on avait clairement posé les bases de la réforme. Les bases de la réforme, c'est que, vous savez, avec l'impôt sur le revenu qu'on prélevait, qu'on avait l'habitude de prélever sur les entreprises, le plus important, c'était l'impôt sur le bénéfice et le profit. Et le profit, oui. Et c'était généralement un impôt à taux unique, qui ne faisait aucune différence entre les classes sociales. Entre les classes des opérateurs. Avec l'impôt sur les sociétés, vous avez l'avantage, c'est que vous avez un seuil. Et à chaque seuil, on applique un taux qui va, dont le plafond est de 30%, comme Boanali l'avait dit. C'est-à-dire qu'on est dans une fourchette de 1 à 30%. Et c'est en fonction de vos déclarations, de votre capacité à réaliser, à mobiliser des revenus, que vous vous situez sur un seuil. Quelqu'un qui gagne dans un pari sportif, qui se retrouve avec 50 millions de francs congolais, certainement il va se retrouver dans le seuil prévu pour les impôts sur les personnes physiques. Donc, et à ce niveau-là, le prélèvement s'est fait au niveau de la source. Bien sûr que ça peut se faire à la source. Ça se fera forcément à la source parce que par déclaration, il est difficile de pouvoir suivre. Et ce qui est intéressant, on a instauré un seuil minimal, c'est-à-dire une entreprise qui a fait des bénéfices ou pas, ou bien vous êtes en difficulté, vous avez fait un chiffre d'affaires faible, négatif, oui. 1% vous est appliqué, l'État est au moins, je voulais dire, les régies financières sont au moins rassurées que nous aurons 1% des bénéfices de l'impôt sur les bénéfices. De la justice fiscale. Voilà, sur ses partenaires. Donc, il ne peut pas payer zéro au fisc. Ce qui est aussi intéressant, parce que notre économie, sa croissance est tirée par les mines. Chaque fois, nous avons connu des périodes difficiles, des périodes de vaches maigres et des périodes de vaches grasses. Je ne fais pas l'histoire du secteur minier, mais en 2008, par exemple, on a connu une crise financière. Certaines entreprises étaient en baisse de production. D'autres étaient presque en quasi-faillite. De mettre la paix sous le Personne ne payait l'impôt. Si on avait cette nouvelle loi, à cette époque-là, ces entreprises allaient donner au moins 1% d'impôt sur les bénéfices et profits au trésor public. Deuxièmement, nous avons beaucoup d'entreprises qui appartiennent aux Chinois. Nous avons des coopératives. Des gens qui disent que non, il n'y a pas assez d'activités parce qu'il y a la guerre. Surtout particulièrement les personnes physiques expatriées qui font suffisamment de ressources ici. Personne ne va échapper au paiement de l'impôt avec cette base minimale. Donc on a pu quitter la justice sociale. C'est ce que j'allais dire, mais bon, je veux encore encourager davantage parce que je pense aussi que l'exemple viendrait d'en haut, notamment au niveau du Parlement. Imaginez un peu si eux, ils commencent à payer. Je crois que ça donnerait un bon coup de pouce pour que tout le monde puisse comprendre que nous devons participer, donner un petit quelque chose de ce que nous gagnons pour que nous puissions ensemble bâtir ces beaux pays. Et c'est faisable. Et c'est faisable. Ça sera donc... vous voulez ajouter quelque chose? Oui, c'est pour dire que moi, je suis très content. Vous savez, moi, je me plains toujours le fait que, voilà, on fait de petits pas. Non, moi, la RDC, c'est un géant. Il doit faire du pas de géant. Et là, en une année presque que le ministre des Finances est là, il a permis d'avoir les 11 mesures d'application sur cette réforme de l'IRP et de l'IS. Sans compter les autres réformes connexes. Il a permis de faire en sorte que la plateforme numérique qui doit tout... la digitalisation du système, il est là. Les formations sont en cours. Avec l'expertise d'un géant comme Huawei. Voilà. Et comme il y a aussi ces formations des agents de fisc qui doivent être suffisamment outillés pour permettre à ce que personne ne puisse échapper. Et je reviens sur une chose qui est essentielle parce que c'est très important de dire comment on fait pour connaître les revenus de gens. C'est très important de digitaliser tous les systèmes de paiement. Imagine que je joue à ce jeu-là, le jeu d'argent. Mais chaque fois, on me paye par mobile money ou bien par carte de bancaire. C'est traçable. Avec ça, je ne saurais pas... À ce niveau-là, c'est déjà... La plupart des parieurs aujourd'hui se font payer par mobile money et font même leur pari en mobile money. Ça veut dire que c'est des choses qu'il faut encourager. Il y a une traçabilité. On n'a pas assez des tarifs qu'ils ont mis. On a bénéficié de la grâce de 2-3 minutes de la part de la régie. On y reviendra certainement. Vous savez que cette tribune est faite pour ça. On y reviendra. Merci à Faustin Kodiassala, merci à Dieudonné Boanali pour son retour. Merci à Eric Izami. Et merci au chef coutumier Yamedi Barabou. Merci Gardi Diana. Merci à la grande équipe. Merci surtout à Guy Chungu avec qui on a préparé cette émission à distance.
là où il est pour une mission de service. Merci également à la grande équipe derrière. Merci surtout à vous qui avez l'habitude de suivre cette tribune, cette agora, qui revient sur des questions essentielles, exclusivement sur des questions économiques. Excellente suite de programme, à très bientôt, et on se retrouvera très vite avec la montée sur Canal+ de Zoom, qui n'est qu'une question de quelques jours. Au revoir et à très vite. Merci.